Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée aujourd'hui est Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne et candidate UMP à la mairie de Paris. Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vos nombreux biographes vous ont nommé la femme du premier rang, la présidente, l'affranchie, l'indomptable. Vous avez été 3 fois ministre avant votre 40e anniversaire. Vos domaines d'expertise sont l'écologie, le numérique, mais aussi beaucoup d'autres domaines. Vous avez été porte-parole de Nicolas Sarkozy durant la campagne de 2012. Vous êtes gaulliste, européenne, sociale. Vous n'êtes pas vraiment en phase avec la droite de l'UMP et vous visez aujourd'hui la mairie de Paris depuis 13 ans aux mains de la gauche. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazenot pour RCF. Voilà, et la première question va donc vous être posée par notre ami Laurent de Boissieu pour La Croix, peut-être à propos d'un sondage, Laurent. Oui, vous êtes élu dans l'Essonne, vous avez décidé de venir sur Paris, d'être candidate à la mairie de Paris, et vous avez choisi le 14e arrondissement. Or, un sondage tout neuf, là, qui vient de sortir, montre que vous seriez battu dans le 14e arrondissement. Finalement, est-ce que c'est un bon choix, cet arrondissement-là, pour vous présenter ? C'est pas un choix de raison, c'est un choix de passion. J'ai pas fait le choix de la facilité. Le choix de la facilité, pour moi, ça aurait été de ne pas me lancer dans cette bataille, d'abord. Mais moi, je le voulais. C'est une bataille difficile. Je le voulais parce que j'ai plein de projets pour Paris. Je veux transformer les choses. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Je pense qu'on peut partager une nouvelle énergie pour Paris. Et le choix de facilité. Alors, deuxième choix de facilité, ça aurait été d'aller me planquer en quelque sorte dans un arrondissement gagné à la droite. Il y en a plein, j'aurais pu aller dans tous les arrondissements de l'Ouest. Mais là aussi, ça n'a pas été mon choix parce que moi, je veux vraiment qu'on gagne Paris. Et je suis plutôt du genre à me mettre en première ligne qu'à me mettre en dernière ligne. Vous voyez, donc je suis allée dans un arrondissement qui est un de ceux qui peut faire basculer Paris, que j'ai choisi parce que je le connaissais bien, parce que j'ai eu la famille, parce que je l'aimais. Parmi tous ceux qui pouvaient faire basculer Paris, c'était celui dans lequel j'avais envie de vivre. Et oui, c'est un combat difficile. Si vous êtes en train de me dire que c'est pas un combat facile, je vous confirme, c'est un combat difficile. Après, il faut aussi relativiser les sondages. Vous voyez, en 2001, Delanoë, jusqu'au dernier moment, il était donné perdant et finalement, il a gagné. Laurent de Boissieu. On parlera du fond de votre projet pour Paris, mais je voudrais vous interroger sur le mode de scrutin à Paris, qui est un peu compliqué, on ne va pas rentrer dans le détail. Personne ne comprend rien. Voilà, en gros, une liste peut être majoritaire, vous pouvez être majoritaire sur l'ensemble de Paris, en suffrage en nombre de voix, mais par le jeu des arrondissements et des conseillers de Paris, ne pas conquérir la mairie de Paris. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez qu'il soit modifié à l'avenir ? Moi, je l'avais proposé. Je l'avais proposé, je trouve que c'est un peu une injustice faite aux Parisiens qui soient parmi les seuls à ne pas élire directement leur maire, comme d'ailleurs il y a une autre injustice qui leur est faite, qui est que c'est la seule ville en France, pour le coup, où le maire ne peut pas avoir de police municipale, donc il ne peut pas y avoir les mêmes moyens d'action directe sur la sécurité des Parisiens, même si on peut quand même faire plein de choses, et que le bilan des sortants sur ce sujet est vraiment en dessous de tout. Mais oui, je préfère un mode de scrutin plus simple. Moi, j'aime bien les choses simples, si vous voulez. Le mode de scrutin direct, scrutin uninominal, on sait pour qui on vote, on sait qui est responsable devant qui je préfère. Bon, maintenant, on fait avec. Et la municipalité sortante ne marque pas son goût pour la démocratie quand elle dit c'est vrai qu'on voit bien qu'on est en recul sur le terrain, mais enfin vous savez, même si les listes unies de la droite et du centre faisaient plus de 50%, il faudrait qu'elles fassent au moins 53% pour Paris pour gagner. D'abord, c'est pas complètement vrai, parce que comme vous l'avez dit, ça se passe arrondissement par arrondissement, c'est plus compliqué que ça. Et puis ensuite, je crois que c'est pas avec des manipulations de ce genre, en fait, en se cachant derrière le mode de scrutin, qu'on peut éviter une vague, un mouvement qui est celui qu'on pressent aujourd'hui à Paris, qui est que voilà, on a envie d'une nouvelle énergie pour Paris. Une vague, carrément. Une nouvelle énergie pour Paris. Ouais, venez voir un peu avec moi sur le terrain. Sur le terrain, Louis Dauphren de la radio parisienne, Radio Notre-Dame. On a le sentiment que la configuration est quand même très compliquée, entre un FN qui monte quand même un peu, entre les inimitiés avec le clan Tiberi. Vous êtes un petit peu... Quel est votre ennemi numéro 1 en fait ? C'est la gauche ou votre propre camp ? Mon ennemi numéro 1, c'est la résignation et l'immobilisme.
Et Ce ne sont pas des visages, ça, ce sont des principes. Non, mais c'est pas des principes, hein, c'est des problèmes qui viennent s'incarner dans des personnes. Donc c'est essentiellement les sortants qui en fait nous vendent à longueur de journée de la résignation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle d'un problème concret des Parisiens et qu'on dit, voilà, il y a un problème de sécurité qui traverse Paris, ils vous disent, on peut rien faire, c'est pas nous, c'est la préfecture de police. Qu'on dit, écoutez, il y a un problème de propreté, les rues de Paris sont dégoûtantes, Paris ressemble à une poubelle, c'est un problème pour la vie des Parisiens, c'est un problème pour l'image de Paris. Ils vous disent, mais c'est parce que les gens, ils sont pas civiques, hein. Alors qu'il y a plein de choses à faire en matière de sanctions et en matière de brigades d'intervention sur la propreté. Donc moi, je me bats d'abord contre la résignation. La résignation, c'est beaucoup celle des sortants. Ça pourrait être celle d'une certaine droite qui s'est habituée à ce que, depuis des années, la ville de Paris reste aux mains des mêmes. Mais justement, je crois que les Parisiens en ont marre. C'est une certaine droite parisienne qui est un peu fatiguée, qui est un peu... C'est qui ces usages que vous souhaitez dynamiser? Non, c'est un risque qui peut exister, si vous voulez. Et je pense que c'est un risque qui est en train de se conjurer, parce que moi, ce que j'entends, c'est 13 ans, ça suffit. C'est, on n'a pas envie d'aller jusqu'à 19 ans, là. On a compris sur l'augmentation des impôts, c'est bon, ils nous ont fait l'augmentation à 40% au niveau local, en plus on voit ce qu'on a eu au niveau national et c'est quand même un peu les mêmes. On a compris sur la sécurité, on a en face de nous des gens qui ont dit il n'y a pas de problème et puis qui après nous ont dit on ne peut rien faire. Moi je propose une police de quartier, une augmentation de la vidéoprotection, ça ne résout pas tous les problèmes mais c'est un outil au service des forces de l'ordre. Je propose qu'on lutte contre la mendicité agressive dans les espaces accueillants du public. Bref, je propose qu'on... sans dire que les problèmes sont simples. S'il y a des problèmes, c'est par définition qu'il y a des raisons qu'il faut se battre. Mais qu'on renonce, qu'on se mette à l'écart de cette résignation qui est celle des sortants, qui voudraient accréditer l'idée qu'on ne peut pas faire mieux sur beaucoup de sujets fondamentaux qui empoisonnent la vie des Parisiens. Vous faites monter en première ligne, pardonnez-moi, vous faites monter en première ligne la sécurité dans le discours, spontanément. Moi, vous savez, je ne choisis pas vraiment mes sujets, c'est ceux des Parisiens. Oui. Paris, la campagne de Paris, c'est à la fois toutes les politiques du quotidien. Et aujourd'hui, à Paris, il y a beaucoup d'exaspération sur les questions de sécurité, sur les questions de propreté, sur les questions de fiscalité. Et puis, il y a tout le plus qu'on attend de Paris. Par exemple, l'attractivité. Des sujets sur lesquels, là aussi, il y a des mesures concrètes à prendre. L'attractivité de Paris, quand vous regardez la place de Paris dans les classements, que ce soit en matière d'attractivité touristique, en matière d'attractivité pour les investisseurs étrangers, en matière d'attractivité pour les congrès et salons. Les congrès et salons, c'est une locomotive économique. Aujourd'hui, on perd du terrain partout. Et on est face à un phénomène nouveau, parce que Paris, c'est toujours un lieu qui a attiré à travers l'histoire. De partout en France, on montait à Paris. On montait pour des raisons économiques, parce qu'on n'arrivait pas à vivre dans sa province. On montait pour des raisons sociales, pour réussir. C'est l'histoire de tous les Rassignacs, de toutes les provinces, de partout dans le monde. On venait à Paris parce qu'on était porteur d'une différence ou d'une revendication qu'on avait envie d'exprimer là, de partager avec d'autres. Et pour la première fois, on a un mouvement réel dans toute une génération de jeunes qui disent « je vais aller créer ma boîte à Londres ». Pas forcément pour des raisons fiscales, mais parce que j'ai le sentiment que ma réussite est là-bas. Des jeunes artistes qui disent moi je vais devenir créateur dans le monde artistique à Berlin, parce que c'est là que ça bouge. Finalement, une image de Paris qui est celle d'une ville où on a toujours envie de passer quelques jours, mais est-ce que c'est là qu'on veut investir? Est-ce que c'est là qu'on veut venir faire sa vie dans toutes les dimensions du terme? Est-ce que c'est là qu'une famille aujourd'hui peut s'implanter, se développer, alors même que c'est de plus en plus difficile pour la classe moyenne de se loger à Paris et de s'organiser à Paris, parce qu'il n'y a pas que le logement, il y a aussi l'organisation de la vie quotidienne. Romain Mazenot, RCF. Vous dites que vous n'augmenterez pas les impôts sous votre mandature, mais comment vous faites pour financer les 10 000 places de garde d'enfants supplémentaires, la police des quartiers, les logements, etc. J'ai annoncé très clairement un plan de réduction des dépenses. Il y a un certain nombre de dépenses de la municipalité sortante que je ne reconduis pas. Il y a aujourd'hui en fait du gâchis et de la gabegie. Je vous donne quelques exemples. D'abord sur le gâchis et la gabegie, parce que c'est d'abord là qu'il faut s'attaquer. Et en période de crise, il y a des choses scandaleuses. Aujourd'hui, par exemple, vous avez 36 adjoints à la ville de Paris. Moi, j'en veux maximum 20. Ça a l'air de rien. Derrière, d'abord, c'est des dépenses. 500 000 € par an par cabinet d'adjoints. Et c'est beaucoup d'inefficacité.
parce que vous avez en même temps une administration qui n'a pas été réformée, avec plus d'une vingtaine de directions, organisée en 4 pôles, avec un secrétaire général et 36 adjoints qui croisent leurs compétences, Donc, il faut par simplifier. exemple. Sur la question de l'attractivité économique, vous n'avez pas moins de 4 adjoints qui interagissent. Donc là, il y a un gros travail de simplification à faire. Il y a des dépenses qui sont excessives, qui pour certaines d'ailleurs sont à la limite de la légalité. Vous voyez, il y a la question d'une prime qui a été soulevée par la presse récemment, 350 000 € qui aura été versée à l'ancien directeur général de l'Office du tourisme pour qu'il s'en aille discrètement parce qu'il était en situation de conflit d'intérêts. Ça a été soulevé récemment par la presse. Moi, je ne veux pas de ça dans une municipalité. Ce sont les impôts des Parisiens. Du côté des grosses dépenses, vous avez une espèce de laisser-aller, en fait, qui est lié peut-être au fait que l'idée, Paris est une ville riche, donc on peut gérer un peu, sur tous les grands projets. Regardez ce qui s'est fait sur les Halles, ça devait coûter 400 millions, ça coûte 1 milliard. Regardez ce qui s'est fait sur la Philharmonie, ça devait coûter 200 millions, ça coûte 400 millions. Et surtout, pour cacher cette explosion, 160 millions de dettes portées par la ville de Paris, en fait, la ville de Paris a créé une association dans laquelle elle a placé la dette, pour pas rendre la dette visible. Le problème, c'est qu'une association emprunte plus cher que la ville. Et donc le simple fait de créer une association de portage pour camoufler la dette pour des raisons politiques augmente le montant des intérêts et va coûter brut pour rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. 30 millions d'euros aux Parisiens. Il y a aussi des dépenses qui sont des dépenses qui aujourd'hui sont qualifiées d'investissement, comme moi je pense inutile, de l'argent qu'il faut utiliser autrement. Par exemple, sur la préemption, j'ai présenté hier avec Marielle de Sarnez notre projet pour le logement. On veut construire beaucoup plus dans le neuf. On veut réorienter l'ensemble de la politique du logement vers la classe moyenne, qui aujourd'hui est chassée de Paris, parce que Paris est en train de devenir une ville des très aisés. Il faut avoir beaucoup d'argent pour vivre à Paris, ou des très aidés. Il faut avoir bénéficié d'une commission d'attribution des logements sociaux. Donc on veut mettre le paquet pour que la classe moyenne puisse rester à Paris et mettre fin à une politique de préemption qui a conduit la ville de Paris à dépenser plus d'1 milliard d'euros sur 2 mandatures pour acheter très cher des logements qui souvent étaient des logements de la classe moyenne. Donc on chasse la classe moyenne de Paris, on participe à faire monter les prix et les transformer pour les faire entrer artificiellement en quelque sorte dans le décompte des logements sociaux. On vous a compris. Sur le Laurent de Boissieu, La Croix. Sur le logement, justement, vous souhaitez que les logements sociaux soient attribués par un jury citoyen en quelque sorte tiré au sort. Tiré au sort, oui. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle du politique, finalement, de prendre sa responsabilité et de faire des choix sur des critères peut-être qui peuvent être précis, objectifs? En fait, aujourd'hui, il y a un système à 2 étages. Vous avez une commission d'attribution qui est légale, elle est définie par décret, sa composition, et ça, il ne faut pas la toucher. Elle est là, de toute façon, c'est l'organisation, c'est la loi. Mais vous avez aussi la question de savoir quels sont les dossiers qui sont transmis à cette commission d'attribution pour qu'elle choisisse. Parce que la commission d'attribution choisit parmi des dossiers qui ont été présélectionnés. Donc en amont. Et en général, cette présélection, aujourd'hui, elle est faite par la ville, selon des critères qui ne sont pas transparents du tout. Et c'est dans la présélection que le bas blesse. Et donc moi, ce que je propose, c'est de faire 2 choses. D'abord, ce qu'on appelle du scoring, c'est-à-dire rendre lisible, transparent des critères. On choisit des critères. Est-ce que c'est de travailler à Paris? Moi, je crois que c'est important. Est-ce que c'est de mener éventuellement des missions de service public? Est-ce que c'est d'avoir des horaires décalés? Est-ce que c'est d'avoir une famille avec des problématiques de solidarité intergénérationnelle? Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le scoring. On donne des points, chacun sait où il en est, chacun sait quelles sont les priorités. Et puis, c'est là que je veux mettre un jury citoyen tiré au sort pour pouvoir sélectionner, pour qu'il y ait de la transparence, les dossiers qui sont passés aux commissions. Si vous voulez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du soupçon. L'affaire des logements sociaux à Paris, elle gangrène la vie politique depuis 20 ans. Depuis très longtemps. Et la droite et la gauche. Et la droite et la gauche. On est dans l'ère du soupçon du côté des citoyens qui se demandent sur quels critères, et honnêtement parfois on se demande aussi, sur quels critères les logements sont attribués. Et puis on est aussi, et ça c'est mon autre proposition, dans l'ère du soupçon vis-à-vis des politiques. Moi je veux qu'on sorte de ce système qui fait que la question des logements sociaux a gangréné la vie politique à droite et à gauche pendant 20 ans. Ça l'a gangréné à droite, et puis en 2001, Delanoë a pris le pouvoir en disant on va tout changer. Il n'a rien changé, et en plus, il a plutôt continué à approfondir ce genre de vices. Aujourd'hui, vous avez 5 adjoints au maire. Je ne vous parle même pas des conseillers de Paris, je vous parle des adjoints au maire. Un adjoint au maire, il est lourdement indemnisé. Vous avez 5 adjoints au maire sortants, la municipalité socialiste, qui sont
dans des logements sociaux de la ville de Paris. C'est incompréhensible. Moi, j'ai pris l'engagement, aucun conseiller de Paris en logement social de la ville de Paris. Et j'ai demandé aux candidats... Bien, il y en a aujourd'hui, parce que j'ai demandé aux candidats qui sont candidats sur mes listes, quand ils sont positionnés sur une place qui est celle de laquelle aujourd'hui on a un sortant, donc une place qui est manifestement gagnante à tout coup, en quelque sorte, quelle que soit l'ampleur du mouvement de reconquête, je leur ai demandé, pour ceux qui seraient en logement social, et ils l'ont tous fait, d'envoyer leur préavis, je m'en suis assurée, d'envoyer leur préavis avant le dépôt des listes, parce que je pense qu'il faut être clair là-dessus. C'est un sujet sur lequel la gauche a vraiment pratiqué la logique du faites ce que je dis, pas ce que je fais. Une dernière question de Romain Masneau, RCF. Vous voulez aussi plus de commerce ouvert le dimanche. Est-ce que pour vous, le dimanche doit devenir un jour comme un autre ? Non, le dimanche, c'est pareil, il ne sera jamais un jour comme un autre. En revanche, je trouve vraiment absurde, dommage à Paris, que d'abord certains quartiers qui ont été conçus sur la possibilité d'avoir un espace commercial le dimanche, de faire place à ces nouveaux rythmes de vie qui fait que pour un certain nombre de Parisiens, faire ses courses le dimanche, c'est important, ça a une utilité, ça a du sens, comme par exemple Bercy Village. Je trouve ça dommage que ces quartiers soient fermés. J'ajoute que derrière, il y a un problème d'emploi et un problème économique. Vous regardez Bercy Village, ça a été conçu pour être ouvert le dimanche. Le directeur de la FNAC, il vous dit, moi c'est 30% de chiffre d'affaires en moins de fermer le dimanche. Je pense que je ne pourrais pas maintenir mon implantation à Bercy Village. Vous avez aussi le problème des touristes. De plus en plus de touristes qui partent de Paris le samedi après-midi, parce que Paris a la réputation d'être une ville qui vit peu le dimanche. Et puis vous avez, j'y reviens, les rythmes de la vie des Parisiens, le rythme du travail. Dans ces commerces, c'est beaucoup des étudiants qui travaillent. Donc il faut faciliter. Qui préfèrent travailler le dimanche en étant payés double que travailler en semaine en devant sécher des cours. Voilà, il y a aussi des personnes pour lesquelles ça correspond à leur rythme de vie. Donc il faut bien sûr préserver absolument le volontariat, mais parlez-en un peu avec tous les représentants de ces commerces-là, de ces quartiers-là. Ils ont un afflux de volontaires. On est sur une ville dans laquelle il y a 2 300 000 habitants. Il y a de toute façon des personnes qui viennent de l'extérieur pour travailler. Il n'y a pas de problème de volontariat à Paris sur ces zones commerciales. Et en revanche, il y a un vrai problème de perte d'activité économique. Il faut regarder l'avenue Montaigne et la rue du Faubourg Saint-Honoré, les rues du luxe à Paris. Elles sont fermées le dimanche. Vous avez des Chinois qui errent le dimanche avenue Montaigne en se demandant dans quel pays on est pour les empêcher d'acheter, alors qu'ils sont demandeurs. Les gens, c'est incompréhensible. Voilà, les rythmes de la vie contemporaine, que ce soit dans le milieu du tourisme ou tout simplement dans les rythmes de la vie de chacun, aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi faire place à d'autres manières. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec notre invitée Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP à la mairie de Paris. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux chrétiens. Notre invitée aujourd'hui, Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP à la mairie de Paris. Elle est interrogée par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Romain Masneau pour RCF et par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Et c'est le Parisien de l'étape qui ouvre le feu de cette deuxième partie. Louis Dauphren. Avec une question maison. Le diocèse de Paris a créé une fondation pour pouvoir récolter des fonds afin que les églises de Paris soient rénovées. Parce que, semble-t-il, il y a eu un tassement des financements destinés à la rénovation des églises. Le budget étant passé de 90, je crois, à 60 millions. Quels sont vos engagements de ce point de vue si vous êtes élu ? D'abord, c'est une discussion que j'ai eue avec un certain nombre de responsables du diocèse et qui se poursuit parce que l'état des églises, aujourd'hui, est en train de devenir un problème d'urgence. Et d'ailleurs, c'est lié au fait que en fait, la municipalité sortante a trop peu investi, donc il y a un problème de retard. Et comme il y a un problème de retard, on n'est plus que dans l'urgence. Et donc on se retrouve dans un certain nombre d'édifices à poser des dispositifs qui sont des dispositifs pour éviter qu'il y ait un truc qui tombe sur les fidèles ou sur les visiteurs. Saint-Augustin, par exemple. Mais en fait, le retard a un effet, il y a un effet cercle vicieux, si vous voulez, du fait que l'entretien de fonds n'est plus assumé et on se retrouve à financer très cher des dispositifs d'urgence et à faire essentiellement de l'urgence. Donc on a besoin de deux choses. On a besoin d'abord de retrouver un niveau d'investissement permanent qui soit à la hauteur
de notre patrimoine, à la hauteur de sa fréquentation. C'est quand même une grande tristesse de voir que cette année, il y a des églises qui ont été classées, qui ont figuré dans la liste des monuments en péril, d'une liste mondiale qui est le World Monument Forum. Il y a par exemple l'église Saint-Méry, enfin il y a des églises qui ont figuré, des églises parisiennes, quoi. Paris, normalement, une ville riche, Paris, une ville qui devrait avoir les moyens, une ville qui rayonne. Donc on a besoin de remonter le rythme d'investissement permanent, et j'insiste, pas faire que d'investissement d'urgence, faire d'investissement de fonds. Et puis, sur un certain nombre d'opérations, on a besoin d'aller chercher des cofinancements. Je vous donne un exemple. La Madeleine. Bon, la Madeleine, il y a un problème d'architecture de fond. On n'est pas dans du petit entretien, on est dans une espèce de fracture, en quelque sorte. Une église qui date du Premier Empire. Qui se fait au milieu. Oui, mais c'est curieux de voir d'ailleurs les architectures. Il y a des choses plus anciennes qui sont mieux conservées. Enfin, je ne peux pas dire, pas critiquer les architectes du Premier Empire, mais voilà. En tout cas, il y a un problème vraiment de fond, de structure à la Madeleine. On est sur des sommes, on parle sur la Madeleine elle-même, l'église, je ne parle même pas du réaménagement de la place, parce que forcément, il y aurait des choses à faire en même temps, de l'ordre de 80 millions d'euros. Donc des cofinancements avec qui ? On est sur des volumes sur lesquels il faut aller chercher des privés, du mécénat financier, peut-être aussi dans certains cas du mécénat de compétences, parce qu'on a la chance à Paris d'avoir des sociétés, d'avoir des compétences qui sont remarquables, d'avoir l'excellence dans tous les domaines. Et pouvoir en bénéficier, c'est aussi fiscalement très intéressant et un moyen de compléter, en fait, parce qu'on voit bien que l'ampleur du phénomène, l'ampleur du problème est telle que ce n'est pas seulement un des partenaires qui va pouvoir y répondre. Merci pour cette réponse. Maison à cette question, Maison. Laurent de Boissieu-Lacroix. Alors, député, vous êtes abstenu sur la loi qui ouvre le mariage civil aux couples de personnes de même sexe. Est-ce que vous ne craignez pas qu'une partie de l'électorat de droite parisien s'abstienne de voter pour vous en raison de cette abstention ? On peut penser que c'est un risque. Moi, j'ai eu vraiment je me suis beaucoup posé de questions sur cette loi. Et je m'en pose depuis longtemps, de manière ancienne. J'avais vraiment milité quand on était au gouvernement, quand moi j'étais ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour qu'on aille au bout de la promesse qui avait été faite par Nicolas Sarkozy d'avoir une union civile et de trouver des solutions qui protégeraient juridiquement les enfants qui étaient élevés dans des couples de même sexe. En cas de disparition des parents. Etc. Mais la droite ne l'a pas fait. Ça n'a pas été fait. Voilà, ça n'a pas été fait. Je l'ai regretté, j'ai écrit plusieurs fois des notes, il y a eu des débats internes, je pense que ça n'a pas été fait pour de mauvaises raisons. Cette discussion que j'ai eue avec Nicolas Sarkozy, je pense que ce sont de mauvaises raisons qui ont conduit à ne pas le faire. Qu'est-ce qu'il vous disait ? Pourquoi je vous interromps une seconde, mais que vous disait-il Laurent de Boissieu. Quand vous plaidiez pour cela ? Le débat interne, au début de la mandature, l'idée c'était de le faire, c'était d'y aller. Et puis après, la crise est venue et il y a eu tout ce discours qui s'est développé autour de l'idée. En période de crise, on est déjà tellement déstabilisé du point de vue économique, c'est pas le moment où on va venir discuter de questions de société, travailler sur des questions de société. C'était ça, grosso modo, la discussion qu'il y avait. Et donc la loi Taubira, ça n'est pas le contrat d'union civile. Et alors, voilà. Et donc moi, à partir de ce moment-là, je trouvais qu'il fallait aller dans cette direction-là. J'étais vraiment assez ouverte à ce qu'on avance dans cette direction. Et au passage, je sais que c'est un point de vue qui est loin d'être partagé dans ma famille politique, mais que cette union civile s'appelant mariage ne me posait pas de problème. Ce qui me posait un problème dans la loi Taubira, c'est deux choses. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas votée. D'abord, c'est la méthode. C'est que moi, je trouve que sur les sujets de société, on doit chercher le consensus. On ne doit pas chercher le clivage politique. On doit chercher un accord. Ou au moins la discussion, le dialogue. Comme on avait pu le faire, nous, quand on était au pouvoir, sur la question de la loi Leonetti, sur la fin de vie. On n'avait pas cherché le clivage. On n'avait pas cherché à renfermer en quelque sorte chacun dans ses positions initiales. On avait cherché à les faire évoluer, on avait cherché le dialogue. Et pour ce faire, on avait créé une commission sans caméra, avec des auditions privées, fermées, pour que les gens aient le temps d'évoluer avant que ça se cristallise. Moi, je pense qu'il aurait fallu faire ça. Donc j'ai beaucoup critiqué la méthode, et je critique encore aujourd'hui d'ailleurs la façon dont le gouvernement, sur ce sujet, a systématiquement cherché à stigmatiser ceux qui n'étaient pas de son avis et à disqualifier en quelque sorte leur point de vue, comme si avoir un point de vue différent du sien était illégitime. Et puis la deuxième raison pour laquelle je n'ai pas voté le texte, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une grande ambiguïté au moment du débat, et d'ailleurs ça se poursuit, sur la question de la PMA et la question de la GPA.
Et moi, je ne suis pas favorable du tout à ces évolutions. Ni à l'une ni à l'autre. Si vous critiquiez... Ni à l'une ni à l'autre. Ni à Et je l'une ni à pense en l'autre. plus que les deux sont liés. C'est-à-dire que je pense que le débat PMA-GPA, pour ceux qui disent moi je suis pour comme ma concurrente socialiste. Ma concurrente socialiste dit moi je suis très fortement engagée sur la PMA, je regrette que le gouvernement ait reculé sur la PMA, mais je suis contre la GPA. Je trouve qu'il y a une grande hypocrisie derrière ça. Pourquoi ? Parce que le jour où on aurait la PMA, c'est au nom de l'égalité entre les sexes, en fait, que la GPA serait à son tour poussée. On dirait les couples de femmes peuvent avoir un enfant, il faut que les couples d'hommes puissent avoir le même droit. Donc moi je pense qu'il y aurait très vite un lien, une revendication qui sur la base de la PMA viendrait réclamer la GPA. Je reviens sur la loi Taubira sur le mariage pour tous. Si vous la critiquez comme vous nous avez expliqué, vous la critiquez, pourquoi ne pas avoir voté contre ? Parce que je vous dis, moi je pense qu'on devait avancer dans cette direction-là, je pense qu'on a eu tort de ne pas le faire, je pense que pouvoir faire l'union était une bonne chose, je pense qu'il fallait... Mais là ce n'était pas l'union civile, c'était... Oui, mais encore une fois, moi je vous l'ai dit, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas le point de vue majoritaire de ma famille politique, mais moi que ça s'appelle un mariage ne me posait pas de problème fondamental et je trouve qu'il fallait donner des solutions juridiques pour la protection des enfants élevés dans des couples homosexuels. Ce qui me posait problème dans cette loi, c'était la méthode et c'était l'ambiguïté sur les questions de la PMA et de la GPA. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Est-ce que vous pensez que le FN va mordre sur un éventuel électorat homo à Paris ? Je pense que le FN cherche à le faire. Mais le FN a une vraie... Enfin, moi, il y a des choses dans le positionnement du FN que je trouve extrêmement... on a l'impression que le FN cherche partout, dans toutes les directions en ce moment. Il y a quelque part, il y a plusieurs FN. Enfin bon, moi je ne suis pas dans le commentaire de ce que fait ou pas le FN, ça ne m'intéresse pas. Le FN, je pense, est un danger pour la politique, pas seulement pour ce qu'il représente, mais pour la manière dont on passe son temps à en parler et à le remettre perpétuellement au cœur du jeu politique. À Paris, le sujet, c'est stop ou encore. Vous avez quand même écrit un livre sur le Front National. Donc, oui, mais justement, j'ai écrit un livre sur le Front National pour dire de manière ferme, définitive, claire, ce que j'en pensais. Parce que je trouvais qu'il y avait des ambiguïtés sur la question du nini et tout ce débat-là à l'époque, qui faisait que perpétuellement, on resservait la question. Perpétuellement, on nous repassait le même plat. Et moi, j'avais envie de dire une bonne fois pour toutes, voilà, pour moi, jamais d'alliance avec le Front National. Et maintenant, on passe à autre chose. Et pour moi, aujourd'hui, autre chose, dans la campagne de Paris, c'est 13 ans, ça suffit ? Stop ou encore ? Est-ce qu'on va vers 19 ans ? Est-ce qu'on met une nouvelle énergie dans nos politiques parisiennes ? Aujourd'hui, 39% des Français se disent favorables globalement aux idées de Marine Le Pen. Ouais. Et on dit que le Front National pourrait faire 9% sur Paris. Ce qui veut dire être présent dans certains arrondissements. Ça dépend, parce que les derniers sondages, par exemple, dans certains et 12 dans l'autre. Si vous croyez aux sondages, les derniers sondages montrent une décrue. Moi, c'est plutôt quelque chose d'ailleurs que je sens sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ont envie que ça bouge, qui ont envie que ça change et qui savent que ça passe pas par un vote Front National. Un vote Front National, ça fait courir dans certains arrondissements le risque d'une triangulaire et ça renforce clairement les sortants. Vous savez, à Paris, les sortants, ils comptent sur 3 choses pour se sauver. C'est pas compliqué. Ils comptent sur le Front National, ils comptent sur les dissidents de droite, c'est clair. Ils comptent sur le mode de scrutin, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et la complexité du mode de scrutin qui fait que les Parisiens ne prennent pas toujours, et c'est un peu démobilisateur, en fait, de voter en quelque sorte pour des grands électeurs qui, à leur tour, éliront le maire de Paris. C'est ça les trois cartes qui Donc restent le Front National dans la ne vous main fait des pas peur. sortants. C'est pas un sujet pour vous aujourd'hui. Mais mon combat, c'est de mobiliser tous les Parisiens qui veulent que ça bouge à Paris. Donc, c'est pas de s'enferrer dans une discussion sur ce sujet. Romain Masneau, RCF. Vous avez parlé des listes dissidentes de Charles Becbédé, Paris Libéré. Est-ce que finalement, c'est pas une manière aussi de ratisser large, on pourrait considérer, vous le centre-droit, à eux, la droite de la droite Non, je ne vais pas parler des listes dissidentes de l'un ou de l'autre, j'ai parlé des listes dissidentes en général. Je voudrais dire sur ce sujet plusieurs choses. D'abord, la vraie dissidence, elle est à gauche. À droite, qui sont ceux qu'on appelle les dissidents ? C'est des gens qui voulaient tous des places sur mes listes. Un à un, je peux vous dire quelle place ils voulaient dans quel arrondissement. Et j'ai pas voulu. J'ai pas voulu, ou je leur ai parfois proposé des choses qui étaient moins bien que ce à quoi ils aspiraient. J'ai pas voulu parce que j'avais promis aux Parisiens le renouvellement. Si c'était pour rejouer 2001 ou 2008, il n'y avait pas besoin de moi. J'ai pas voulu parce que je veux faire l'union dès le premier tour avec le centre.
Je veux avoir des listes qui dépassent les frontières des partis politiques. Je ne propose pas l'alternance clan contre clan, on remplace un clan par un autre. Je propose une nouvelle exigence politique, une nouvelle démarche. Dès le premier tour, on s'unit avec les centristes, avec l'UDI, avec le MoDem, avec lesquels parfois on a pu avoir des différends de fond, mais on s'unit parce que sur des questions comme le logement, priorité à la classe moyenne, les impôts, arrêter la spirale insensée de la hausse des impôts, l'écologie, qui est un constat d'échec pour les sortants, ou la gouvernance, une nouvelle éthique, sur ces sujets-là, qui sont des sujets fondamentaux, on est d'accord. À gauche, c'est très différent. À gauche, ils ont des dissidences de fond. Les sortants, ils partent sur 3 listes. Vous avez une liste PS, une liste Front de gauche et une liste verte. Et ils avancent pour le faire des raisons de fond. Par exemple, le Front de gauche est pas du tout d'accord sur les caméras de vidéosurveillance. Ils demandent à ce qu'elles soient toutes démontées. Pas seulement qu'ils n'en veulent pas de nouvelles, c'est qu'ils veulent qu'elles soient toutes démontées. Les Verts, ils sont contre les tours à Paris. Je suis d'accord avec eux d'ailleurs. Je trouve que le projet de tour triangle dans le 15e, c'est absurde. Donc on se rend compte que les sortants, ils n'ont partagé que le pouvoir. Aujourd'hui, ils ne partagent pas la fierté de leur bilan et ils ne partagent pas de projet. Voilà, moi quelque part à tout prendre, je préfère mes dissidences aux leurs, si je peux faire un trait d'humour. C'est pire en ils face. Ont plus, écoutez, ils ont plus de... Madame Hidalgo, elle a plus de 40 listes dissidentes en quelque sorte. D'abord, on en est moins, et puis les miens, c'est des dissidences de gens qui voulaient des places, qui voulaient... Et d'ailleurs, je peux comprendre ici ou là les déceptions personnelles. Vous savez, c'est pas une faute politique, ça, un peu quand même. C'est pas une faute politique. Enfin, vous connaissez la carrière. Tous ceux vous connaissez comment ça se passe dans la politique. Vous savez comment moi, je ne veux pas céder au chantage. Je pouvais... Tous les dissidents, encore une fois, ils voulaient une place sur mes listes. Si je les avais pris sur les places qu'ils réclamaient, il n'y aurait pas eu de dissidence. Mais il n'y aurait pas eu non plus de chance d'alternance à Paris. Vous parlez de renouvellement. Une dernière question, le Laurent renouvellement Boissieu, parfois est plus dans ces listes dissidentes que dans les maires sortants. Si on parle que de renouvellement pour le renouvellement en soi, d'une part, et d'autre part, vous parlez du centre. L'unique conseiller de Paris sortant du MoDem est avec Hidalgo et pas avec vous. Non, attendez, il y a un choix qui a été fait par l'ensemble du MoDem, de faire des listes unies. De jour en jour, il y a des défections plus ou moins importantes. Vous avez ici ou là eu une ou deux démarches individuelles qui très souvent étaient liées à ce que je disais. Vous voyez, par exemple, on a beaucoup glosé récemment sur quelqu'un qui aurait été un salarié du MoDem, un jeune homme de 25 ans qui est parti chez Hidalgo. Qui attend la communication. Ouais. Vous savez quoi ? Il avait demandé une place sur la liste du 17e, on ne lui avait pas donné. Alors il avait demandé une place sur la liste du 18e, sur mes listes. Et puis après, la presse lui offre une tribune en expliquant que pour des raisons de fond, des raisons fondamentales, il rejoint Madame Hidalgo. Écoutez, tout simplement, moi, je n'ai pas voulu céder au chantage, ni dans le 17e, ni dans le 18e. On ne cède pas au chantage. Et je pense que ça n'est pas un bon signal à envoyer aux Parisiens, à envoyer aux électeurs, que de commencer une mandature avec des magouilles, avec des petits arrangements. Sur la liste de gauche, c'est ça qui se passe. Il y avait des numéros 1 qu'on ne voulait plus, on les cache en numéro 2. Voilà, moi, il y a des sortants pour lesquels je pense qu'il fallait renouveler. J'ai dit non. Parfois, il y a des dissidences. Écoutez, c'est comme ça, mais au moins les choses sont claires. Ma ligne, c'est le renouvellement, l'union avec le centre. Très bien. Nous arrivons au terme de cette deuxième partie de Face aux chrétiens. Nous allons marquer une pause et puis nous retrouvons notre invitée, Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP à la mairie de Paris. Restez avec nous, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face aux chrétiens pour cette dernière partie, avec donc sur le plateau de KTO, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, notre invitée aujourd'hui, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui se présente, qui est candidate à la mairie de Paris au nom de l'UMP pour l'interroger aujourd'hui, Laurent Boissieu pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame, et puis Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui ouvre le feu de cette dernière partie de Face aux chrétiens. Alors vous êtes contre les hautes tours à Paris, pourquoi ? Vous n'avez pas une vision un peu figée du paysage urbain ? Moi, je pense qu'il faut chercher sa modernité en soi-même. C'est à partir de sa propre identité qu'on se renouvelle le mieux, qu'on fait les choses les plus intéressantes, qu'on participe le mieux aussi à la diversité dans la mondialisation. La modernité passe pas forcément par les tours. La tour unique, on a déjà eu, c'est Montparnasse. Donc c'est la tour Montparnasse. C'est le monument le plus détesté des Parisiens. Vous voulez la détruire, hein ? Non, c'est plus compliqué que ça. Je vais revenir sur Montparnasse. Le projet que porte la candidate socialiste de tour triangle dans le 15e arrondissement, je trouve qu'il est malvenu. Je suis contre ce geste de la tour unique. L'identité de l'urbanisme parisien, c'est un urbanisme très dense. Il n'y a pas forcément moins de monde au mètre carré. C'est très dense, mais c'est relativement bas. Et je pense que c'est
là-dessus qu'il faut travailler. Et pour moi, l'avenir de l'urbanisme à Paris, les nouvelles constructions, c'est pas toujours plus en hauteur, c'est la reconquête de nouveaux territoires, la reconquête de territoires aujourd'hui en fait déshérités, abandonnés, comme les délaissés de périphériques, les friches industrielles, les friches ferroviaires, continuer à couvrir sur dalles à Bercy-Charenton, comme ne veulent pas le faire les sortants et comme je veux le faire moi sur dalles, les voies ferroviaires pour pouvoir construire sur 60 hectares. Voilà, c'est ça pour moi l'avenir de l'urbanisme à Paris. Un urbanisme relativement bas, dense et surtout un urbanisme qui se développe sur des lieux qui sont aujourd'hui des lieux abandonnés. Pas chercher à remplir à l'infini des espaces ouverts et des espaces verts, les derniers qui restent à Paris, mais plutôt chercher à reconquérir des espaces abandonnés. Sur la tour Montparnasse, un mot. Aujourd'hui, il faut rappeler juste le contexte, 300 propriétaires, une polémique sur le désamiantage, et donc une question ouverte sur aujourd'hui, sur la tour Montparnasse. Montparnasse, il y a un triple problème en fait. Vous avez un problème urbanistique, c'est un quartier qui fonctionne mal. C'est un site qui est magnifique, hein, à la jonction entre le 14e et le 15e. Vous avez la gare. Une gare, ça peut être une locomotive dans une ville, ça peut aussi être un boulet. Hein, quand ça peut être une locomotive, oui. Vous avez... Pourquoi un boulet ? Parce que ça peut être formidable ou raté. Par exemple, la gare du Nord aujourd'hui, c'est un peu un boulet pour le quartier, ça pourrait être une locomotive. Quand vous preniez dans le temps l'Eurostar en partant de la gare du Nord c'était correct, vous arriviez à Waterloo Station, c'était vraiment immonde. Aujourd'hui, vous prenez l'Eurostar, la gare du Nord, c'est vraiment pas chouette. Vous arrivez à Saint-Pancras, c'est un quartier magnifique qui a été relancé à Londres. Donc, une gare, ça peut être le meilleur ou le pire. Sur Montparnasse, on a vraiment du potentiel. Et c'est un potentiel, il y aurait le centre commercial, c'est un potentiel en fait qui aujourd'hui n'est pas bien exploité, qui ne fonctionne pas bien. Il y a un vrai problème urbanistique. Après, il y a un vrai problème sanitaire. Ça fait des années qu'on sait qu'il y a de l'amiante, qu'il y a régulièrement des alertes à l'amiante et qu'on ne s'en sort pas. Et ça débouche sur un troisième problème qui nous concerne moins d'une certaine manière parce que c'est des propriétaires privés. Mais enfin bon, il faut les entendre aussi qu'il y a un problème financier, c'est-à-dire que d'année en année, leurs biens perdent de la valeur. Ils ont déjà investi 250 millions d'euros sur le désamiantage depuis 8 ans. Et aujourd'hui, on n'en voit pas le bout. On ne sait pas s'il faudrait fermer la tour pour désamianter complètement, si on peut désamianter sur place. Vous faites quoi, Nathalie? Tout simplement, moi ce que je dis, c'est que, la mairie ne peut pas s'en laver les mains, comme le fait l'actuelle adjointe à l'urbanisme. Pas vu, pas pris, c'est des privés, je m'en occupe pas. Parce que c'est un quartier de Paris, parce que c'est un potentiel énorme qui aujourd'hui n'est pas exploité à son bon niveau. Donc moi je veux une mairie qui se réinvestisse sur ce sujet. Se réinvestir, ça veut dire entendre les propriétaires. Et parmi les copropriétaires que j'ai pu solliciter, j'en entends qui historiquement étaient complètement contre la déconstruction de la tour et qui aujourd'hui disent notre priorité, c'est de savoir où on va, c'est de savoir où ça s'arrête, est-ce qu'on peut désamianter comme ça, ou est-ce qu'à un moment, il ne faut pas arrêter, se baser sur une valeur du mètre carré qui est inférieure à nos espérances, mais qui est la réalité aujourd'hui compte tenu des problèmes, et choisir de déconstruire pour construire autre chose en nous compensant en mètres carrés dans ce nouvel ensemble. Et c'est un écho que j'entends de la part d'un certain nombre de copropriétaires. Je trouve que c'est un écho qui doit être entendu, c'est une solution qui doit être étudiée. Donc parce qu'on ne peut pas juste s'en laver les mains et pousser le problème en quelque sorte d'année en année avec un chantier de désamiantage qui n'en finit pas. Vous avez mesuré l'impact budgétaire de l'indemnisation des propriétaires ? L'impact sur le budget de la ville ? En fait, si vous voulez, non, c'est pas sur le budget de la ville du tout. En fait, c'est ce que dit Anne Hidalgo. Hein. Non, en fait, oui, mais Mme Hidalgo devrait regarder de près les propositions de copropriétaires. Ce que disent les copropriétaires, c'est notre bien vaut de moins en moins cher. À un moment, nous aurons peut-être intérêt à accepter une déconstruction dans laquelle nous serions compensés par d'autres mètres carrés. Il y aurait une déconstruction, reconstruction de quelque chose de nouveau. Pas forcément une tour, mais il y aurait un quartier malgré tout à reconstruire. Et donc, compte tenu du prix de notre mètre carré aujourd'hui, nous pourrions avoir intérêt à renoncer à notre propriété pour accepter d'être compensés sur des nouveaux mètres carrés dans une nouvelle construction. C'est quelque chose que disent les copropriétaires, certains copropriétaires. Je crois que c'est quelque chose qui doit être entendu. C'est de la compensation, c'est pas... Voilà, il y a une compensation, il n'y a pas de transaction financière en fait. En quelque sorte, il y a une compensation, il y a une transaction non financière qui se fait. C'est ça. Laurent de Boissieu, la Croix. À la fin du XIXe siècle, Paris s'est élargi en annexant des communes limitrophes, des communes voisines. Est-ce qu'aujourd'hui, un problème de Paris, ce n'est pas sa taille, qui est finalement plus petite que d'autres métropoles européennes, et avec un quartier d'affaires, la Défense, qui est finalement hors Paris.
Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour ce Grand Paris au-delà du Paris actuel? D'abord, moi, je suis pour le Grand Paris. 2 300 000 habitants à Paris, c'est trop peu, en fait, dans la concurrence effrénée que se livrent les métropoles du monde, les capitales. Et d'ailleurs, j'ai milité fortement pour le Grand Paris. Quand j'étais ministre, je me suis occupée notamment, avec ma casquette ministre des Transports, du Grand Paris Express, un des grands projets de Nicolas Sarkozy qu'on avait fait avancer. Je suis pour le Grand Paris, mais je suis contre ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Qui n'est pas un Grand Paris des solutions aux problèmes de logement et de transport, c'est un Grand Paris des impôts et c'est un Grand Paris de la dette. On crée une nouvelle couche administrative, on simplifie rien du tout, on prévoit d'augmenter, c'est déjà dans la loi, de 35% la cotisation foncière des entreprises, de 20% la taxe d'habitation, rien de ça, pour financer une nouvelle couche administrative. Pour moi, le Grand Paris, c'est des projets et ça commence par un urbanisme qui recoupe Paris avec sa banlieue. Et c'est là qu'intervient la couverture du périphérique. Vous avez raison. Paris s'est constitué en intégrant progressivement des villages. Certains étaient extérieurs à Paris. Belleville, Petit Montrouge, qui était un bout de Montrouge, Auteuil, Passy, c'était des villages. Et pour moi, la nouvelle frontière, elle est là. C'est le périphérique, déborder du périphérique, le recouvrir partout où c'est possible, recoudre Paris avec sa banlieue, et un jour, en fait, se retrouver dans la situation d'avoir un Paris qui est sorti de son corset et qui a trouvé une nouvelle respiration, comme il en a trouvé une par le passé en débordant la muraille de Philippe Auguste, puis de Charles X, puis du mur des fermiers généraux. L'histoire de Paris s'est faite comme ça, en débordant de ces murailles successives. Et sur la couverture du périphérique, ça peut se faire sans que ça coûte, sur au moins 7 portions de périphérique. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je propose pour le périphérique partout, c'est possible, c'est une couverture intermédiaire. C'est le type de couverture sur lequel vous pouvez créer des espaces verts et des équipements sportifs légers. Vous récupérez en fait des terrains qui sont aujourd'hui proches du périphérique, qui sont soit inconstructibles du fait de la proximité du périphérique en termes de bruit, en termes de pollution, ou sur lequel vous avez aujourd'hui des espaces verts dégradés. Comme vous en créez de nouveaux sur votre couverture, vous récupérez ces terrains-là, vous y construisez et vous financez la couverture du périphérique à travers le logement que vous avez construit. Et vous faites d'une pierre coûts multiples, puisque vous avez construit du logement, en priorité pour les classes intermédiaires, les classes moyennes. Vous avez recousu Paris avec sa banlieue, et vous avez regagné en qualité, parce que l'espace autour du périphérique, aujourd'hui, est un espace dégradé du point de vue de la pollution et du bruit. Romain Mazneau, RCF1. L'un des problèmes à Paris, c'est le manque de taxis. Alors les taxis qui sont en conflit avec... Les taxis sont très en colère. Voilà, avec les VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur. Est-ce que, si c'était à refaire, vous appliqueriez ce que préconisait le rapport Attali, c'est-à-dire la libéralisation des systèmes des licences pour s'attaquer à cette rente de situation? On peut pas... on peut pas spolier les gens. Les chauffeurs de taxi sont des gens, alors en fonction de leur statut, qui ont acheté une plaque ou qui sont... on ne peut pas spolier les gens. En revanche, on est face à un problème qui est qu'à certaines heures, le vendredi soir, le samedi soir, dans certaines configurations météo, là, on ne trouve pas assez de taxis à Paris. Quand vous regardez de près le sujet, l'essentiel du problème, ou en tout cas une mesure d'urgence à prendre, elle est plutôt à prendre sur la circulation des taxis. Je vous donne le détail. Aujourd'hui, un taxi, il fait en moyenne 12 courses par jour. Ce n'est pas un chiffre, ce sont des chiffres à cause du taximètre, ce sont des chiffres officiels, il y a non contestables. 12 courses par jour en moyenne. Par le passé, c'était 20 courses par jour, pour la même durée de travail. Or, pourquoi cette différence ? Parce qu'il est coincé dans les embouteillages comme tout le monde. Or, le tarif du taximètre, c'est un tarif euro-kilométrique. C'est-à-dire qu'en faisant seulement 12 courses par jour, le taxi aujourd'hui, il gagne moins bien sa vie. Autrement dit, aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle tout le monde est perdant. Ceux qui veulent prendre un taxi, c'est tout le problème. Ceux qui veulent prendre un taxi parisien ou touriste, ils en trouvent moins puisque le taxi est coincé dans les embouteillages. C'est pour ça qu'il fait que 12 courses. Et le taxi lui-même est perdant. Donc on est dans une situation de conflit, de crispation.
dont Alors, on les VTC, dont on ne peut c'est quoi sortir. Attendez, dont on ne peut sortir qu'en fluidifiant. Il y a des choses à faire simples pour fluidifier. Par exemple, avant, sur l'autoroute A1, vous aviez une voie réservée pour les taxis. Ça n'a pas duré très longtemps. Et je voudrais l'ouvrir au covoiturage. Ouais. Aux heures de pointe, ça vous permet d'avoir d'un coup 600 taxis en plus dans Paris, parce qu'ils ne sont pas bloqués à Roissy. Et en plus, honnêtement, ça donne un peu une meilleure image pour les gens qui arrivent de Roissy pour venir à Paris. Moi, je voudrais qu'il y ait comme ça une voie d'accès réservée taxi et covoiturage, véhicules collectifs sur toutes les autoroutes d'accès à Paris. Deuxième chose à faire, on a fait des aménagements pour que les bus et les taxis puissent rouler plus vite. Certains de ces aménagements sont légitimes. Il faut quand même voir que pour les bus, la vitesse commerciale est la même qu'avant les aménagements. C'est donc qu'il y a un problème ailleurs, et le problème ailleurs, il est sur les carrefours. Donc il y a un travail à faire pour fluidifier la circulation au niveau des carrefours. Moi, je veux qu'on mette en place le système SCOOT qui existe en Angleterre, de capteurs en temps réel sur la chaussée, qui voit précisément combien de véhicules sont là, et qui, en fonction du flux réel de véhicules, adapte, optimise les feux. Et puis, vous avez un certain nombre d'aménagements qui sont soi-disant faits pour fluidifier la circulation des taxis ou des bus. C'est encore les chauffeurs de bus qui en parlent mieux. C'est le boulevard de Magenta, le boulevard Saint-Marcel, le boulevard du Montparnasse. Ces aménagements sont dangereux, ces aménagements sont absurdes. Il faut sortir de ça. Et donc les VTC, vous leur dites quoi ? Ceux qui réclament une libéralisation du transport de passagers. Moi je ne crois pas, et je l'ai expérimenté dans mes fonctions ministérielles sur la question de la musique, sur la question de l'édition, je ne crois pas que face à l'émergence de nouveaux services, singulièrement en l'occurrence des services qui sont liés à l'économie numérique, on puisse avoir une réaction défensive, une réaction négative, une réaction d'interdiction. En revanche, il ne faut pas se retrouver dans la situation dans laquelle des personnes offrent le même service avec des charges différentes. Donc il y a matière à avoir une réglementation, une régulation. Au passage, c'est pareil pour un certain nombre de locations touristiques à Paris, c'est pareil pour un certain nombre de services, mais on ne résoudra pas le sujet en essayant d'empêcher un nouveau service d'émerger. On le résoudra en évitant qu'il soit sur les mêmes créneaux et en élargissant la part du gâteau en quelque sorte, plutôt qu'en se partageant à l'infini un gâteau qui réduit. Pour élargir la part du gâteau, il faut que les véhicules de transport collectif puissent circuler et circuler bien et circuler mieux à Paris. Une dernière question, peut-être plus politique, pour une réponse rapide de Laurent de Boissieu. Cette semaine, vous avez tenu une réunion publique où il y avait un peu deux vedettes, vous-même à la tribune, et Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, dans la salle. Ce soutien, c'est le soutien d'un futur candidat à la présidentielle ou le soutien d'un citoyen lambda? C'est un soutien amical. Bah oui, mais c'est un geste d'amitié. Moi qui m'a touché, il le fait pas partout. Nicolas Sarkozy, il n'est pas en ce moment impliqué de manière active dans la vie politique nationale. Il ne court pas les meetings. Il est parisien. Il a envie qu'on gagne Paris. Il a envie que les choses bougent à Paris. Et il m'a proposé de faire ce geste, qui est un geste amical. C'est lui qui vous l'a proposé. De venir au meeting, oui. Oui, il avait envie de trouver un moyen d'exprimer un soutien dans la campagne de Paris. Et il fallait trouver une façon de faire. C'était pas évident. Si vous voulez, on ne va pas aller faire des marchés ensemble. Voilà, il est dans une situation Pourquoi quand même pas particulière. Vous auriez souhaité qu'il prenne la parole, par exemple, au gymnase Japy? Non, je pense qu'il serait sorti dans ce cas-là de cette situation qui est la sienne. Il est en réserve de la vie politique nationale en ce moment. Donc cette proposition, elle permettait de faire un geste amical et en même temps de rester cohérent avec son choix. Voilà, j'ai trouvé ça bien. D'ailleurs, les nombreux participants qui étaient là ont trouvé ça bien. Peut-être une toute dernière question. On vous a entendu sur la question du mariage pour tous. Vraiment, vous ne craignez pas cette distorsion entre votre position sur le mariage homosexuel et la position d'une partie non négligeable de l'électorat catholique, en particulier à Paris? Vous savez, après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, mes positions, je sais qu'elles ont pu heurter, froisser un électorat qui aurait voulu que j'ai une position différente. Bon, moi, j'ai toujours été claire là-dessus. Sollicité à l'époque où j'étais élu local sur la question de savoir si j'aurais accepté, par exemple, de célébrer des Pâques sans mairie, etc. J'avais déjà dit oui à l'époque. Voilà, c'est ça ma position. Maintenant, l'élection, la politique, c'est un choix entre des personnes. Donc, soit on se présente et à ce moment-là, on porte toutes ses propres convictions, soit on choisit entre les gens qui sont là. Aujourd'hui, il y a 2 candidates principales. Il y en a une qui était ouverte sur les évolutions d'union, mais qui en revanche est très claire sur la PMA et la GPA, c'est moi.
Et puis, il y a une candidate socialiste qui réclame à haut cri la PMA. Et la PMA, c'est une porte ouverte à la GPA. C'est Madame Hidalgo. Après, c'est à chacun de choisir. Très bien, merci beaucoup. Ce sera votre dernier mot. Notre invitée aujourd'hui, donc dans cette édition de Face aux Chrétiens, était Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP à la mairie de Paris. Naturellement, la semaine prochaine, nous recevrons sa compétitrice Anne Hidalgo, elle-même candidate socialiste à la mairie de Paris. D'ici là, vous pouvez retrouver cette édition de Face aux Chrétiens dans son intégralité sur les différents sites partenaires de la Croix, KTO, Radio Notre-Dame et RCF. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Merci à vous tous.